Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Terrier, je suis médecin interniste à l'hôpital Cochin, qui est également centre de référence pour les maladies auto-immunes et systémiques rares, et je travaille également pour le groupe français d'études des vascularites. Alors je remercie ce soir la FAI2R, la filière FAI2R des maladies auto-immunes, qui m'a invité à vous parler d'une problématique importante qui est comment faire de l'épargne cortisonique au cours des vascularites associées aux ANCA. Vous trouverez ici mes liens d'intérêt en rapport avec certaines des thérapeutiques utilisées dans les vascularites. Et très brièvement, pour planter le décor, nous allons donc parler des vascularites associées aux ANCA, qui sont des vascularites des vaisseaux de petit calibre, comme vous pouvez le voir ici, et qui regroupent trois entités que sont la granulomatose avec polyangéite, la polyangéite microscopique et la granulomatose éosinophilique avec polyangéite, même si on abordera essentiellement les deux premières que sont la GPA et la polyangéite microscopique. Donc, comme vous le savez, ce sont des vascularites systémiques nécrosantes touchant les vaisseaux de petit calibre avec des atteintes d'organes vraiment multiples, mais notamment les atteintes rénales et pulmonaires au premier plan, et qui s'associent à des anticorps dirigés contre le cytoplasme des polynucléaires neutrophiles avec deux spécificités principales que sont la protéinase 3, essentiellement pour les granulomatoses avec polyangéite, et la myéloperoxydase pour la polyangéite microscopique, et dans un tiers des cas également la granulomatose éosinophilique avec polyangéite. Le traitement, dans sa prise en charge en tout cas thérapeutique actuelle, repose sur une combinaison de corticoïdes, de glucocorticoïdes, associés à des immunosuppresseurs et des immunomodulateurs, notamment en fonction de la sévérité et du type de vascularite. Et comme vous pouvez le voir sur ce schéma qui reprend les messages notamment du protocole national de diagnostic et de soins, eh bien, la granulomatose avec polyangéite nécessitera systématiquement une combinaison de glucocorticoïdes avec un immunosuppresseur, essentiellement le cyclophosphamide ou le rituximab, tandis que les polyangéites microscopiques, eh bien, quand elles sont non sévères, pourront se traiter par des corticoïdes seuls, et quand elles sont sévères, par une combinaison de corticoïdes et d'immunosuppresseurs. Concernant l'utilisation des corticoïdes, il est clair que l'utilisation des glucocorticoïdes, et ce n'est pas propre aux vascularites, est très différente à travers le monde, avec généralement peut-être une tendance, notamment aux États-Unis ou en tout cas chez les anglo-saxons, à décroître plus vite les traitements, et elle l'a été également au cours du temps. Et vous voyez ici, par exemple, qu'en moyenne, les États-Unis en tout cas recommandent jusqu'au point qu'on va voir aujourd'hui des durées de corticoïdes en tout cas environ 2 fois moins longues qu'en France. Et vous voyez au cours du temps que les différents essais thérapeutiques n'ont pas cessé de décroître en tout cas la durée de glucocorticoïdes utilisés par rapport bien aux études initiales Princeps. Alors, que sait-on des glucocorticoïdes juste dans les grandes lignes avant de parler de comment faire de l'épargne? Eh bien, vous voyez qu'il a été montré par une méta-analyse de 13 études bien, que la durée de la corticothérapie était directement corrélée au risque de rechute, et que quand on faisait une comparaison d'études n'ayant pas comparé en elles-mêmes des durées de corticoïdes, mais ayant évalué en plus d'autres paramètres bien, des durées différentes, bien que l'arrêt des corticoïdes précoces était associé à beaucoup plus de rechute qu'un arrêt avant 12 mois par rapport à un arrêt après 12 mois. Donc, plus les corticoïdes sont donnés longtemps, moins il y a de rechute. A l'inverse, quand on regarde notamment les séquelles, vous savez dans les vascularites qu'on évalue selon le score VDI, le Vasculitis Damage Index, qui associe aussi bien des items liés à la vascularité en elle-même que des items associés à la toxicité des traitements, eh bien, quand on regarde ce qui est associé à des séquelles plus importantes, eh bien, la durée de la corticothérapie est associée. Donc ça, c'est un élément qui va à l'encontre en tout cas de vouloir maintenir les corticoïdes trop longtemps. Et enfin, quand on regarde quelle est la problématique principale au cours des vascularites, on voit que bien, les infections sont un problème plus fréquent et plus précoce
que les rechutes et que le décès, et qu'elles sont avant tout bronchopulmonaires et que donc les infections sont un sujet, donc les moyens de comment diminuer eh bien, ces infections sont une problématique importante. Donc globalement, on a maintenant, grâce aux études qui ont été conduites, différents outils, des données de bonne qualité pour discuter de comment faire de l'épargne et réduire. Alors, bien entendu, la première étude que vous connaissez, c'est celle qui s'appelle PEXIVAS, plus grande étude réalisée dans les vascularites, publiée en 2020 dans le New England Journal of Medicine, qui posait deux questions. Une première sur les échanges plasmatiques dont je ne parlerai pas ici, et une autre sur une dose de corticoïdes, une dose standard versus une dose réduite. Et vous pouvez voir que le schéma est ici indiqué, en pointillé le schéma dit à dose réduite, qui, sur la dose cumulée à 1 an, permettait de réduire d'environ 60% la dose cumulée de corticoïdes par rapport au bras standard. Tout ceci étant précédé dans tous les cas de bolus de méthylprednisolone. Et donc l'étude PEXIVAS, dans une de ces deux questions, visait à comparer ces deux schémas avec une hypothèse que le schéma dose réduite ferait aussi bien que le schéma dose standard, notamment sur un critère de jugement très dur qui est eh bien, la survenue d'un décès ou d'une insuffisance rénale terminale dialysée. Donc c'est un critère assez dur en tout cas. Et globalement, vous voyez ici les résultats qui montraient que en termes d'incidence cumulée de notre critère de jugement principal, eh bien, il n'y avait pas de différence entre les deux bras et que donc le schéma dose réduite eh bien, atteignait la non-infériorité permettant de dire que ce schéma dose réduite était aussi bien que le schéma dose standard. Le point très important, c'est que sur ce risque infectieux dont je vous parlais, eh bien, l'utilisation d'une moindre dose de prednisone diminuait environ de 30% le risque d'infection sévère à 1 an, ce qui est un élément quand même tout à fait notable. Dans la foulée, entre guillemets, de cette étude, 1 an plus tard a été publiée dans le JAMA une étude post-autorisation de mise sur le marché du rituximab, donc une étude de phase 4 au Japon en ouvert, qui chez des patients ayant une polyangite microscopique, essentiellement des encas anti-MPO, eh bien, a vu une comparaison entre un schéma dose standard, 1 mg/kg de glucocorticoïdes par jour, suivi d'une décroissance en plus du rituximab, comparativement à une demi-dose à 0,5 mg par kg et par jour. Les patients pouvaient avoir une forme systémique, mais ils ne devaient pas avoir d'atteinte rénale ou d'hémorragie alvéolaire grave, mais les patients, sur les critères d'inclusion, avaient jusqu'à 15 ml/min de clairance. Et là, le critère de jugement, ce n'était pas un critère aussi dur que la mortalité ou l'insuffisance rénale dialysée, c'était le taux de rémission à 6 mois. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que là encore, le schéma dose réduite permettait d'atteindre la non-infériorité. Et là encore, les effets indésirables graves au sens large et les infections sévères étaient de l'ordre de 3 fois moins fréquentes dans le bras de dose réduite, permettant de montrer que cette baisse de la corticothérapie avait un gain en termes eh bien, de diminution du risque infectieux. Donc, fort de ces données quand même de bonne qualité, eh bien, nous nous étions réunis, un groupe d'experts, pour établir les nouvelles recommandations de l'EULAR, donc les recommandations européennes sur les vascularites, avec une publication qui a été acceptée dans Annals of the Rheumatic Disease et qui devrait être prochainement disponible. Et globalement, ce que disent ces recommandations, et ça c'est nouveau, c'est que pour l'induction de la rémission, eh bien, il est recommandé l'utilisation du schéma à dose réduite de glucocorticoïdes, à savoir, selon le poids, une initiation entre 50 et 75 mg par jour de prednisone, mais ça c'est vraiment le schéma dose réduite. Et donc, dans cette étude, on atteignait une dose de 5 mg par jour à environ 4 mois. Donc ça c'est important. Le nouveau schéma recommandé de glucocorticoïdes dans les vascularites associées aux ANCA et le schéma dose réduite du protocole PEXIVAS. Néanmoins, la question de dans quelle situation doit-on ou pouvons-nous utiliser ce schéma dose réduite est importante, et notamment de savoir est-ce que ça peut être fait dans toutes les situations.
On peut quand même émettre quelques réserves sur l'utilisation du schéma à dose réduite dans les situations qui n'ont pas été évaluées dans les CPEX-IVAS, à savoir les sténoses sous-glottiques, les masses orbitaires, les atteintes gravissimes. Eh bien, on peut se dire que la non-infériorité n'a pas été vérifiée dans cette population. L'autre chose importante, c'est que PEX-IVAS, ce schéma à dose réduite, était toujours précédé de bolus, de méthylprénisolone, et que donc si on veut pouvoir appliquer ce schéma, il faut respecter ces bolus. Il y avait toujours un traitement immunosuppresseur associé, cyclophosphamide ou rituximab, mais il y avait quand même une minorité de patients sous rituximab et qu'on peut mettre un warning, un bémol sur l'application de ce schéma quand on utilise un schéma d'induction par rituximab. Et ça, quand on va dans les tables supplémentaires du papier, je vous ai entouré en rouge, eh bien vous voyez que dans le sous-groupe des patients induits avec du rituximab, vous voyez que même si l'intervalle englobe le 1 compte tenu d'une puissance insuffisante, vous voyez que quand même, eh bien, les résultats penchent très fortement en faveur du schéma dose standard et non pas dose réduite quand le schéma d'induction était du rituximab. Donc le schéma dose réduite, même avec le rituximab, reste le schéma recommandé dans les recommandations européennes ou américaines, mais sachez que ce schéma peut parfois être associé à une nécessité de réaugmenter les corticoïdes. Plus que les schémas à dose réduite, se pose même la question des schémas sans corticoïdes, des questions qui en gros semblaient comme ça impossibles à imaginer il y a quelques années. Et bien entendu, vous savez que quand on prend le schéma de la physiopathologie des vascularites, eh bien la voie alterne du complément, et notamment le C5a, eh bien, comme activateur des cellules de l'immunité innée, pourrait être la cible d'une activation, en tout cas d'une inhibition, puisqu'il est activé dans les vascularites associées aux ANCA. Et dans cette cascade complexe du complément, le C5a, c'est vraiment une anaphylatoxine qui va avoir un rôle dans le recrutement et l'activation des cellules de l'immunité innée. Et donc, il a été évoqué la possibilité de cibler cela avec vraiment des données allant des preuves de concept, aux données précliniques chez la souris jusqu'au développement chez l'homme, tout ça s'étalant sur 20 ans pour aboutir à une étude de phase 3 publiée en 2021 dans le New England, qui était une étude qui comparait l'avacopan, ce C5a récepteur antagoniste, anciennement CCX 168, en plus d'un traitement par rituximab ou cyclophosphamide, versus de la prednisone. Mais alors que l'avacopan était donné pour 52 semaines, la prednisone l'était donnée pour une vingtaine de semaines. Ça ciblait les GPA et les polyangines microscopiques avec ANCA, et le critère de jugement, c'était le maintien de la rémission à 6 mois, avec un deuxième critère de jugement principal qui était le maintien de cette rémission à 12 mois, avec le petit bémol qu'il n'y avait plus de corticoïdes depuis longtemps dans le bras prednisone alors qu'il y avait toujours de l'avacopan dans le bras avacopan, et qu'il n'était pas possible dans cette étude de faire de perfusion de rituximab d'entretien à 6 mois. Donc voilà en tout cas pour éventuellement l'interprétation qu'on voudrait faire du critère à 12 mois. La population, elle était classique. Les doses de corticoïdes, vous les voyez ici, avec en bordeaux la dose de prednisone moyenne dans le bras avacopan. Vous voyez qu'il diminuait fortement le premier mois puisque c'était autorisé, on avait 1 mois pour arrêter les corticoïdes. Et en gris, eh bien, les doses, le schéma dose standard qui se veut peut-être assez proche du schéma dose réduite de PEX-IVAS. Les résultats, eh bien, c'est une non-infériorité de l'avacopan, donc schéma sans corticoïdes ou presque, comme vous pouvez le voir ici avec la courbe en bordeaux, à 6 mois, avec également même une supériorité à 52 semaines, donc à 12 mois, avec le bémol, comme je vous l'ai dit, d'une comparaison qui n'est pas tout à fait identique avec des durées de traitement différentes entre les corticoïdes et l'avacopan et l'impossibilité de prévenir les rechutes comme on le fait habituellement en refaisant du rituximab. Il y avait en termes d'effets secondaires et notamment indésirables graves, l'absence de différence, chose qui était un petit peu en différence avec les essais qui avaient comparé différentes stratégies de corticoïdes, et notamment pas de réduction des infections sévères. Il y avait moins d'effets secondaires liés à la corticothérapie, mais ce qui allait bien avec la baisse de l'imprégnation corticoïde. Il y avait un intérêt potentiel de ce traitement chez les malades ayant une atteinte rénale, puisque, comme vous pouvez le voir sur ces courbes, et quel que soit le niveau de groupe, de sévérité de l'atteinte rénale, eh bien, une
l'impression d'une meilleure récupération, en tout cas de débit de filtration glomérulaire dans le bras avacopant, même si là encore le bras prednisone n'est pas tout à fait notre bras contrôle et donc il est difficile de dire si la différence aurait été la même si on avait fait un schéma avec le schéma dose réduite de Pexivas comme c'est recommandé désormais et du rituximab tous les 6 mois par exemple. Néanmoins, avec cet avacopant et donc cette possibilité d'utiliser peu voire pas de corticoïdes, eh bien vous voyez que la recommandation elle est claire, c'est l'avacopant en association avec le rituximab ou le cyclophosphamide peut être envisagé pour l'induction de la rémission dans le cadre des GPA et des polyangines microscopiques, dans le cadre d'une stratégie visant à réduire de manière importante l'exposition aux glucocorticoïdes, et essentiellement chez nos patients ayant déjà eu de nombreux effets secondaires de la corticothérapie ou potentiellement à haut risque d'effets secondaires de la corticothérapie. Mais vous voyez quand même, si on regarde au cours du temps les différents essais, vous voyez qu'on ne va que, on est dans une dynamique de réduction de l'exposition aux corticoïdes avec clairement des études qui essayent de faire de l'épargne cortisonique et donc j'espère qu'on arrivera à trouver les schémas les plus optimaux avec le moins de corticoïdes tout en maintenant la meilleure efficacité. Mais vous voyez quand même que de nombreux progrès ont été faits au cours des 2-3 dernières années. Donc en conclusion, juste pour rappeler que l'utilisation des corticoïdes dans les vascularites, elle s'associe à des effets bénéfiques mais des effets délétères et ça, tout le monde est convaincu là-dessus. Que la question du régime optimal n'est pas encore résolue, mais vous voyez que la tendance est clairement à la réduction, mais que le régime optimal aujourd'hui, si on en suit les recommandations, c'est peut-être le schéma dose réduite de l'essai Pexivas, que ça montre une non-infériorité en termes d'efficacité, une réduction en tant qu'infection sévère, et que peut-être il sera important de voir peut-être chez quels patients on ne peut pas appliquer sans leur faire courir un risque ces schémas dose réduite. Je vous ai mis quelques petits bémols et warnings, mais tout ceci, bien sûr, sera probablement amené à être clarifié dans la suite. Donc, je voulais remercier d'une part vous qui soit êtes connecté, soit regardez la vidéo et bien entendu mes grands collaborateurs du groupe français d'études des vascularites, mais bien entendu tous les investigateurs du GFEV grâce à qui les études peuvent se conduire et les choses avancent et bien entendu également les patients participant à ces études et nous accompagnant en tout cas pour essayer d'améliorer la prise en charge. Je vous remercie.